Bonjour, Maboula Soumaoro. Bonjour Mathieu. Vous avez 44 ans, vous êtes maître de conférences en langues et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'université de Tours et vous avez publié récemment ce livre qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, une identité noire, paru récemment, donc je l'ai dit, aux éditions La Découverte. On va y revenir dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Mais d'abord, avant de parler du livre, je voudrais parler de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et de la résonance, évidemment, que tout cela a en France. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est évidemment George Floyd, cet homme de 46 ans tué par la police de Minneapolis fin mai, et les manifestations désormais quotidiennes depuis 13 jours aux États-Unis. Manifestations importantes, plus importantes sans doute par leur étendue que lors du mouvement Black Lives Matter des années 2015 contre les violences policières. On en parlait avec notre correspondant hier. Ces mouvements ont aussi la particularité d'inclure des gens de toutes origines, beaucoup de noirs évidemment, mais pas que. Maboula Soumaoro, vous avez étudié et enseigné aux États-Unis, notamment comme professeur invité à l'université de Columbia à New York. L'ampleur et la durée de ces manifestations contre les violences policières en ce moment aux États-Unis, est-ce qu'elle vous étonne, est-ce qu'elle vous surprend? Est-ce qu'elle me surprend? Peut-être un peu. On pourrait se demander pourquoi à ce moment-là, pourquoi aujourd'hui et pas un autre jour, pas une autre année, pas lors d'un autre crime, on a eu à faire face à ce genre de mobilisation. Mais en vérité, en cette période de pandémie, en cette période de crise économique vraiment catastrophique et dont on discernera les contours de plus en plus dans les mois à venir, je pense qu'il y avait un ensemble d'éléments qui peuvent expliquer en vérité cette explosion. Ensuite, comme vous l'avez dit en introduction, cette explosion, elle est vraiment nationale. Et ça, Mmh. c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis au moins les années 60, les grandes émeutes urbaines des années 60. On se souvient des grandes émeutes de South Central à Los Angeles dans les années 90, suite à l'agression par des policiers de Rodney King et suite à l'acquittement. C'était pas, les émeutes, elles n'ont pas commencé au moment de l'agression. Elles ont commencé au moment de l'acquittement des policiers impliqués dans cette agression, alors qu'il y avait des preuves visuelles, encore Une une fois. vidéo à l'époque Voilà. aussi. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que là, on est peut-être dans un tournant, puisque George Floyd, donc c'est le dernier en date, mais juste avant lui, on avait Ahmaud Arbery, il y a eu Breonna Taylor aussi, dont on parle très peu, et il y a eu toute la série de violences policières documentées, enfin, c'est-à-dire dont on a pu obtenir des images tout au long des années 2010. Mais cette question des violences policières aux États-Unis, elle est très très ancienne, donc Mmh. elle est Mmh. très ancienne. Enfin, je veux dire, Et, et, c'est- et le caractère multiracial, on recevait hier oui. Maurice Mitchell, qui est une des figures de Black Lives Matter aux États-Unis, qui nous expliquait qu'il y avait une particularité, justement, une sorte de matérialisation d'un mouvement multiracial aujourd'hui dans les rues aux États-Unis, ce qui a pu être le cas peut-être dans les années 60, 70, et encore parfois, pas à toutes les mobilisations, ce qui était un peu le cas aussi en 2015 au moment du mouvement Black Lives Matter, mais on était beaucoup sur des mouvements avec beaucoup de noirs conduits par des personnes noires. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce caractère multiracial? Est-ce que vous, d'abord, vous le ressentez? Oui. Et est-ce qu'il dessine finalement des choses prometteuses, des coalitions intéressantes? Oui, je pense qu'il est heureux et il est très bienvenu. C'est peut-être on est face à une nouvelle génération d'activistes ou de jeunes qui sont prêts à s'engager et qui représentent peut-être plus qu'avant, mais sur la base de l'histoire de ce pays, la dimension multiculturelle des États-Unis qui est plus assumée. Donc oui, il y a énormément d'étudiants qui sont impliqués, donc des étudiants bien évidemment noirs, mais également en coalition avec des étudiants blancs, des étudiants asiatiques, des étudiants latinos, des Amérindiens, en tout cas des personnes qui s'élèvent de concert enfin, contre cet abus de pouvoir que constituent les violences policières. Donc ça, oui, c'est nouveau. Vous avez eu raison de parler du mouvement pour les droits civiques et on avait vraiment des alliances avec des groupes gauchistes blancs ou des intellectuels de la communauté juive qui ont forgé des alliances très fortes à un moment avec la communauté africaine-américaine. Et là, aujourd'hui, ça m'a l'air d'être plus démocratisé, peut-être plus naturel, et que ces enfants, ces millennials, sont peut-être voilà, le produit, la conséquence des luttes qui ont été menées précédemment.
Voilà, Oui. et ces luttes-là prennent forme, s'ancrent Ouais. de manière plus profonde. Oui, notamment aussi depuis l'accession à la présidence de Donald Trump. Alors, je voulais parler de la réception ici en France. Mmh. Ces jeunes qui ont manifesté à Paris, beaucoup, hein, ils étaient 20 000 selon la préfecture de police, dans d'autres villes aussi, à Lille, à Toulouse, à Lyon. On voit les formidables photos de Rachida El Azouzi s'afficher. On a publié tout un reportage sur Mediapart hier. Ces jeunes, ils disent oui, ils disent la police assassine, ils disent justice pour Adama, mais ils disent aussi la France, c'est nous. Et ils manifestent en tant que jeunes noirs de France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à la manifestation, il y avait des slogans sans justice, pas de paix, qui est exactement la déclinaison du slogan américain Oui, no No Justice, justice, no No peace. Peace, ou des slogans Black Lives Matter avec les mêmes références, Mmh. qui montrent donc une résonance internationale de ce qui se passe aux États-Unis. Comment vous voyez un petit peu à la fois ce côté, cette sorte de globalisation finalement de ce message Black Lives Matter, et en même temps cette contestation qui s'ancre dans un contexte extrêmement français? Bien sûr, je pense que la mondialisation, elle est également due, à la place culturelle qu'occupent les États-Unis dans les imaginaires du monde entier, que ce soit, par la musique, la culture pop, que ce soit par les films. Donc il y a vraiment une attention particulière portée, vers les États-Unis, qui émane des Français, quels qu'ils soient. Et ensuite, cette question de la violence policière, malheureusement, elle est internationale. Elle a des, je veux dire, on pourrait regarder ce qui se passe au Brésil, on pourrait regarder ce qui se passe, en Grande-Bretagne également. Donc la question des violences policières, elle est mondiale. Elle est mondiale parce qu'elle est raciste et que ce racisme a des ramifications à travers le monde entier, suite à une histoire particulière sur laquelle on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Et ensuite, je pense que surtout, les organisateurs de la marche ont compris que la couverture médiatique systématique des violences policières lorsqu'elles ont lieu aux États-Unis atteint un niveau en France qui n'est jamais atteint lorsqu'il s'agit de violences policières commises sur le territoire français hexagonal. Donc, en profitant, je pense qu'ils ont voulu capitaliser sur cette importante couverture médiatique sur les États-Unis pour se greffer, non pas pour imiter, mais pour revendiquer les spécificités françaises d'un phénomène qui est bien mondial, qui est global. Mmh. Et alors, l'autre réception, si on peut dire, vous le savez en ce moment particulièrement, vous êtes beaucoup invité sur les plateaux de télévision. L'autre réception qui est faite, hein, de justement ce lien qui est fait entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui peut se produire en France en termes de violences policières, c'est la réponse qui est faite souvent à droite, mais aussi chez beaucoup de gens de gauche, qui se prétendent de gauche ou qui se proclament de gauche. Mmh. Et on entend souvent un peu les mêmes réponses. Soit il n'y a pas de violence policière en France, ça c'est le langage un peu du gouvernement et de beaucoup de conservateurs, soit nous ne sommes pas les États-Unis, c'est-à-dire que nous ne parlons pas de la même réalité. Alors de fait, évidemment, il y a plein de différences entre la France et les États-Unis. Nous n'avons pas 10 des 12 premiers présidents de la République française qui ont détenu des esclaves comme aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait la même histoire, évidemment. Mais quand même, à votre avis, que répondre à ces arguments qui sont finalement, on ouvre les journaux, on regarde nos médias, c'est toujours finalement ces deux arguments. Il n'y a pas de violence policière en France et surtout, nous ne sommes pas les États-Unis qui reviennent. Alors Mathieu, je pense que c'est une question importante que vous venez de poser et c'est aussi une question épuisante. Que répondre? Je ne sais pas. Que répondre parce que je ne sais pas si la raison, je ne sais pas si la vérité intéresse les personnes qui se demandent encore pourquoi il s'agirait ou il serait important de faire des comparaisons entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si les démonstrations, si la scientificité de l'argument est assez, enfin suffirait. Moi, ce qui m'intéresse, ce à quoi je m'intéresse en termes de réflexion, c'est à quoi sert ce besoin de nier l'existence des violences policières et ce besoin de se raccrocher à l'impossible comparaison entre la France et les États-Unis. Et moi, ce que je perçois dans ce besoin irrépressible de ne surtout pas faire la comparaison, c'est l'impossibilité d'assumer une certaine histoire. Et c'est l'impossibilité d'assumer même un présent, même une période ultra contemporaine. Si on décide que les États-Unis sont la terre de la traite négrière, sont la terre de l'esclavagisme, de la ségrégation, du lynchage et des violences policières, ben peut-être que ça permet à certains Français de se dédouaner quant à la propre histoire
de traite négrière, d'esclavagisme, de colonialisme et de violence policière telle qu'elle se déploie en France, notamment hexagonale. Parce qu'il suffit à ces Français d'évacuer la question des territoires d'outre-mer, les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, et qu'ils soient actuels ou qu'ils soient anciens, c'est-à-dire les anciennes colonies. Donc Mmh. tout ce qui s'est passé et qui pourrait nous rappeler les États-Unis, en fait, c'est passé en dehors de l'Europe. Il n'y a que ça que je puisse imaginer, mais c'est pas parce que ça s'est passé loin, à distance, que cela ne s'est pas produit. Et ensuite, on pourrait très bien, lorsqu'on revient en terre française hexagonale, s'intéresser au traitement de toutes les périphéries, de toutes les banlieues. Et là, on voit quand même des échos et on voit une sorte de traitement et de contrôle social de certaines populations pauvres, d'origine étrangère, d'ascendance étrangère, ou en tout cas racialisées défavorablement. Et c'est de ça dont il faut parler. Mmh. Mais excusez-moi, juste pour finir, Ouais, bien sûr. les personnes qui parlent souvent, qui refusent cette comparaison avec les États-Unis, une comparaison qui ne serait pas, qui ne viendrait pas, qui n'aurait pas pour conclusion de dire que la situation est la même. C'est pas Mmh. parce qu'on compare qu'on dit que c'est la même chose. Il y a des spécificités propres aux États-Unis, à la France. On ne parle pas, absolument pas des mêmes pays. Mais en tout cas, les personnes qui refusent cette tentative de comparaison, à mes yeux, connaissent très mal tant la France, dans sa véritable globalité, que les États-Unis, de toute façon. On parle souvent des États-Unis, mais à tort et à travers, pour avoir une expertise Mmh. sur, sur Mmh. cet État-nation. Mmh. J'entends des inepties toute la Mmh. journée sur Et vous les dites bien d'ailleurs États-Unis. dans votre livre, ce n'est pas forcément, un modèle, les États-Unis. Et en revanche, il y a aussi des comparaisons possibles et on peut apprendre de ce qui s'y joue. Et justement, on va venir à votre livre, Le triangle et l'hexagone. On va en revoir la couverture. L'hexagone, c'est la France métropolitaine que vous qualifiez de post-coloniale et néocoloniale dans votre livre. Et le triangle, c'est bien sûr l'Atlantique, ce triangle fondé sur l'esclavage de au moins 12 millions de Noirs entre Mhm. l'Afrique, les Amériques et l'Europe. Vous êtes né à Paris de parents dioula, donc musulmans, qui ont quitté la Côte d'Ivoire, une ancienne colonie française dans les années 60. Vous êtes le fruit de cette histoire et c'est cette identité noire, complexe, transatlantique, diasporique, de la diaspora, comme vous dites, que vous racontez dans ce livre. Alors, c'est un livre sur c'est un livre d'universitaire, c'est aussi un livre à la première personne. Et c'est un livre notamment sur le racisme ressenti dans le corps dès l'enfance. Le racisme à l'école, par exemple. Votre prénom, c'est un très beau prénom, Maboula. Ça veut dire celle qui ouvre la voie, en dioula. Et évidemment, à l'école, c'est devenu bien autre chose. C'est devenu très tôt Bamboula, vous le dites dans le livre, où il y a eu, bien des années après, cet universitaire qui vous a appelé de façon assez inexplicable Mamadou lors d'un colloque. Cette violence du racisme ressenti, on ne parle pas là du racisme structurel, mais du racisme ressenti dans les corps dès l'enfance, comment, je sais que c'est fatigant de toujours raconter ça, mais Mhm. comment faire percevoir la violence de ce que ça représente? Alors ça, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. La faire percevoir, c'est justement ce que j'appelle la charge raciale, et c'est justement ce qui pèse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus sûre actuellement que la démonstration Mmh. suffise. C'est bien ça le problème. C'est une violence qui est vécue à partir du corps, mais qui aussi touche la psyché. Et je me dis qu'il suffirait d'être entendu et il suffirait d'être cru. Parce que cette violence et l'expression de ce racisme sont tous deux tellement insidieux, tellement présents, mais présents à chaque instant. Ça peut être dans une manière, dans la façon dont on s'adresse à vous, dans ce que l'on pense de vous, dans ce que l'on présuppose, dans ce à quoi vous aurez accès ou non accès. Enfin, je veux dire, c'est tellement présent, c'est tellement structurant que j'arrive à percevoir pourquoi certaines personnes ne veulent pas y croire et pourquoi certaines personnes s'agacent et préfèrent s'accrocher à une définition complètement, à mes yeux, complètement folle du racisme. Souvent, Mmh. j'entends ce n'est pas raciste, c'est raciste, comme si ces personnes avaient une vision très claire de ce racisme. Donc, si hier soir, je me trouve sur un plateau télé et que l'un des participants à ce débat
va raconter une anecdote qui, au départ, était juste une anecdote qui voulait illustrer un argument Mmh. qu'il était en train de formuler et que dans son anecdote, il va parler d'une scène qui s'est déroulée dans le 15e arrondissement à Paris et qui impliquait un jeune homme métis. Et cette personne a ajouté métis, il a fait le geste, Mmh. et probablement d'origine étrangère. Mmh. Voilà. Et il a continué son histoire. Est-ce qu'à ce moment-là, moi c'est ce que j'aurais aimé faire, mais je n'avais pas le temps puisqu'on était limité dans le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux faire comprendre à cette personne, ou est-ce que je peux lui faire prendre conscience que ce qu'il vient de dire est raciste? Est raciste précisément dans son interprétation probablement erronée de l'identité du jeune homme qu'il a vu dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment tenir ce discours d'aveuglement à la race et dans le même mouvement, tirer des conclusions à partir du corps des gens. En quoi l'apparence métissée de ce jeune homme ferait de lui un étranger? Ce que vous expliquez aussi, à la fois dans vos livres et quand on parle avec vous, c'est que, vous êtes, quand vous êtes invité aussi sur les plateaux télé, c'est un moment très important d'être invité sur les plateaux télé. C'est là, les gens regardent beaucoup la télévision et ça, Mmh. c'est là où se structure le débat public. Et d'autres femmes, par exemple, d'autres femmes noires comme Rokhaya Diallo racontent cela aussi quand elles sont invitées sur les plateaux télé. C'est, en tant que femme noire dont on attend qu'elle raconte un petit peu finalement toujours la même chose et qui peut être aussi coupée, interrompue ou dont le récit et le Systématiquement. ressenti peut être nié. J'imagine que ça vous arrive assez souvent et c'est souvent des choses dont les femmes noires qui sont invitées sur les plateaux, plutôt activistes en l'occurrence, se plaignent. Ça, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Je pense que le racisme s'appuie énormément sur le rejet ou la non prise en compte de la complexité, de l'individualité. C'est quand vous êtes dans une démarche raciste, vous êtes vraiment presque dans la caricature. En tout cas, il n'y a pas de place pour la complexité. Ce qui fait que, par exemple, moi, je sais que dans les médias, je suis la remplaçante de Rokhaya Diallo. Si Rokhaya D'accord. Diallo n'est pas disponible, on va inviter Maboula Soumoro parce que c'est à peu près la même chose. Et on ne pourrait pas, on n'arrive pas à s'imaginer que Rokhaya et Maboula soient deux personnes différentes, mais deux personnes différentes qui sont toutes deux des femmes noires. Mais c'est pas parce que, une femme noire n'est pas l'équivalent d'une autre femme noire. Et le racisme, c'est l'effacement. C'est l'effacement, c'est-à-dire que votre identité raciale va effacer tous les autres aspects de votre identité. Et tous ces autres aspects peuvent nous mener à des considérations de classe, des considérations de genre, des considérations, je ne sais pas, de nationalité, d'orientation sexuelle. Et tout ça, ça s'efface parce que vous n'êtes que noir. Moi, ce que je dis, c'est que je suis noir. Et il n'y a pas de problème, j'accepte d'être noir, je choisis d'être noir, mais je ne suis pas que noir. Et enfermer les gens dans cette identité raciale, c'est les simplifier. C'est ça le problème, la simplification à On l'extrême. Justement, et cette expérience-là, elle vous est arrivée aussi dans le sein de l'université française, hein. Je l'ai dit, vous avez étudié et enseigné aux États-Unis, développé un parcours universitaire là-bas, et vous avez évidemment cherché à aussi le faire en France, et vous le faites en France aujourd'hui. Et vous racontez dans le livre qu'on vous a reproché, des maîtres de thèse, je crois, c'est ça, Oui. vous ont reproché de vous être laissé happer par le communautarisme états-unien dans vos recherches. Et ça, c'est intéressant. On vous a même qualifié de De raciste raciste, à oui. l'envers. Donc, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui rejoint ce qu'on entend fréquemment ici en résonance à ces débats sur les violences policières ou ces manifestations qui ont eu lieu en France. Cette idée que parler de race, de racisé, de votre subjectivité en tant que femme noire avec cette identité multiple dont vous parlez, représente, enfin, que les mots en eux-mêmes sont imprononçables d'une certaine façon. Là encore, et c'est encore une fois, désolé de vous demander de faire ce travail-là, parce que c'est exactement la charge raciale que vous décrivez. Mais là encore, comment faire comprendre que on peut prononcer ces mots sans que pour autant on ouvre des boîtes de Pandore. C'est visiblement la crainte de beaucoup de gens. Alors, comment faire comprendre? Je ne sais pas. Je pense que c'est tout ce qui fait marcher, enfin tout ce qui peut marcher actuellement, c'est vraiment une sorte de rapport de force et de mobilisation. Là, on est en train de parler des violences policières en France uniquement parce qu'il y a plus de 20 000 personnes qui se sont réunies à Paris. Mhm. Cette marche lancée par le comité Adama n'est pas la première démarche.
Depuis 2016, le comité organise des marches. Et celle-ci a réuni des gens, donc on en parle, donc il devient impossible d'éviter le sujet. Ce qui ne veut pas dire que des réflexions, une production scientifique, des images, des livres, des films aient été produits depuis des siècles sur cette question. Donc les démonstrations, encore une fois, existent, sont là, Mmh. Mmh. mais on n'y prête pas attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre? Je pense qu'il faut juste continuer à faire ce que grand nombre de personnes ont fait à travers le monde depuis ces 5 derniers siècles. Et c'est tout. Et peut-être qu'à un moment, on y prêtera attention. Et quand on sera prêt à y prêter attention, ben, on y trouvera des trésors et on y trouvera des vérités. Mais en tout cas, la production, enfin, tout ne se passe pas aujourd'hui en 2020. Ouais. Je veux dire, au XXe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe, XVIIe, XVIe, il y a eu de la pensée, il y a eu des Mmh. organisations politiques, il y a eu des, je sais pas moi, des projets religieux, enfin de toutes sortes de choses Mmh. qui ont été produites et dont on n'a absolument rien à faire. Il y a une littérature, il y a des productions culturelles disponibles qui sont là Ils sont là en plein de langues différentes, ouais, dans plein de formats différents. Et ouais. si on voulait y prêter attention, on y prêterait attention, mais c'est vraiment des savoirs qui ne sont pas transmis de manière institutionnelle, Ouais. qui ne sont pas démocratisés, notamment par le biais de l'éducation et des enseignements scolaires. Enfin, ce sont ça les enjeux. Donc, ce Mmh. qu'il faut faire, c'est juste continuer, sans espérer gagner, je suppose. Mmh. Continuer. Hem, il y a une autre réponse qui est faite, c'est, quand on dit la France ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas comparable, c'est cette question de l'universalisme, au cœur de la République, française. Et vous, vous écrivez dans votre livre, «L'universalisme Il n'existe pas, n'existe pas. il est lui-même situé». Ouais. Expliquez-nous cette phrase. L'universalisme tel qu'il est prôné, tel qu'il a été imaginé, peut être un principe, un idéal, hein, une utopie, tous très beau. Sauf qu'on ne l'a jamais vu, en application. Cette C'est-à-dire? idée de c'est-à-dire que, à quel moment de l'histoire française, avons-nous, été, les témoins d'un traitement équitable? Comme on pourrait parler de la devise française liberté, égalité, Mmh. fraternité. À quel moment la liberté, l'égalité, la fraternité de tous, se sont-elles déployées en France? À quel moment? Que l'on me le Blanc, dise. Donc noir, femme, homme, enfin aussi les questions de genre évidemment qui sont genre, classe, orientation, place. sexuelle, race évidemment, je sais pas moi, validisme, voilà, on a plein de principes. On pourrait, Mmh. souvent ça détend quand je parle de la question du validisme et on me trouve, comment dire, moins radicale. Donc Heu, c'est la discrimination à l'égard des personnes handicapées, hein. voilà, en situation de handicap, qui ont censé avoir les mêmes accès que les Mmh. personnes qui sont, décrites comme valides. Ce n'est absolument pas vrai. Il suffit de voir comment, les infrastructures de la France sont conçues pour des personnes valides Mmh. et on est en train, peut-être peu à peu, où les personnes en situation de handicap nous rappellent constamment qu'elles sont exclues. Et ben, c'est pareil pour toutes les autres catégories que nous avons, menées, que nous avons citées précédemment. Donc Mmh. l'universalisme français, quand je dis qu'il est situé, c'est que justement, il est français. Et je ne vois pas en quoi ce pays pourrait s'imaginer comme représentatif d'une humanité totale. Pourquoi? Enfin, la France n'est qu'un pays parmi d'autres. Et d'autres lieux ont produit d'autres types de pensées, ont produit d'autres cultures, ont un rapport différent au monde, et c'est tout. Donc, j'ai l'impression on s'empare de ce mythe justement pour taire, justement pour silencier toute forme de critique. L'universalisme m'intéresse, j'aimerais bien qu'il existe et j'aimerais bien que dans le monde entier ou même simplement dans notre pays, on puisse interagir sur la base de l'humanité commune. Mais ce n'est absolument pas comment la société fonctionne. Et Mmh. je ne vois pas pourquoi on s'accroche autant à ce déni et à cette dénégation. Mmh. Et vraiment, ce déni et cette dénégation encouragent, sont la base, comment dire, de l'effacement et du silence. C'est à partir de là qu'on ne peut plus discuter. On va dire: «Oui, mais en France, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs». Ce n'est pas vrai. Mmh. Ce n'est pas vrai. Sur la question raciale, ce n'est tout simplement pas vrai.
Mmh. La question du genre, ce n'est pas vrai. La question de l'orientation sexuelle, ce n'est pas vrai. Sinon, ça, je ne sais pas, sinon on aurait tout simplement, on aurait déjà eu une présidente de la République. Donc Mmh. si on n'en a pas eu, Mmh. à ce jour, ce n'est pas un hasard. C'est Mmh. que l'accès au pouvoir des femmes est restreint. C'est D'ailleurs, tout. vous dites quelque chose d'intéressant dans votre livre là-dessus. Vous dites que vous avez suivi le parcours de Ramayad Mhm. avec donc une des rares personnalités, une des rares femmes noires à avoir exercé le pouvoir ces dernières années, même si c'était dans un poste très compliqué à l'époque, on se rappelle, sous Nicolas Sarkozy en France. Et maintenant, vous dites maintenant on me prend pour Sibeth Ndiaye, c'est-à-dire que dès qu'une donc la porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que dès qu'une femme noire surgit dans l'espace public en position de pouvoir, là encore, ce caractère interchangeable des femmes noires réapparaît. Exactement, et en plus, je ne vois pas je n'ai pas le même pouvoir que Ramayad ou Sibeth Ndiaye, mais en tout cas, quand on voit une femme noire dans la sphère publique, Mmh, comme on en connaît une, il faut que ça soit une par une. On ne c'est va ça. pas me confondre avec Christiane Taubira parce qu'elle est beaucoup plus âgée, Mmh, mais en tout cas, à l'époque, j'étais très fréquemment comparée à Ramayad, puisque on a besoin on ne peut en comprendre mmh, qu'une seule à la fois. c'est Et ça. c'est ce qui explique que quand, par exemple, il y a ces débats médiatiques, on m'invitera rarement en même temps que Rokhaya Diallo. Ça sera soit l'une, soit l'autre. Et j'ai même entendu que hier soir, il y avait une femme arabe française qui aurait Journaliste, dû être invitée, Sierra El Oued. journaliste, voilà, et qui apparemment, dont on a annulé l'invitation parce que j'étais là. Donc Ça voilà, faisait doublon, voilà, a-t-on dit. Mmh, exactement. Donc j'ai cru voir ça et donc moi je n'étais pas au courant, mais vraiment je comprends la logique. Il mmh, y en a une et là on voit très bien que ce n'est pas seulement une question d'être noir. Enfin la race c'est compliqué, mais en tout cas ce genre de femme là qui mmh, va parler de ces thématiques là, ça sera mmh, une par une, mmh. une par Alors que une. vous pouvez être sur le même plateau face à 3 hommes, blancs, par exemple, représentant des caractéristiques socio-professionnelles, par exemple, assez proches. Je Mais voudrais ces hommes blancs deviennent invisibles. C'est ça, le privilège de la blanchité, c'est l'invisibilité. Ce ju qui est perçu et ce qui est visible, hyper visible, c'est quand on est racialisé négativement. Alors, je voulais justement conclure par cette phrase de Virginie Despentes sur France Inter ce matin qui fait écho à ce que vous venez de dire. Elle a dit: le privilège, je cite, c'est avoir le choix d'y penser ou pas. Elle parlait du privilège blanc, ce qu'on appelle le privilège blanc. C'est avoir le choix d'y penser ou pas. Moi, je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier, dit-elle, que je suis blanche. C'est ça précisément être blanche, y penser ou ne pas y penser selon l'humeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Mais je pense que c'est une phrase importante et je pense que Virginie Despentes, depuis ces dernières années, a produit plusieurs textes importants, même si je lui reprocherais d'avoir oublié Aïssa Maïga dans son texte qui était L'actrice pourtant Aïssa très bien. Maïga, on a montré L'actrice Aïssa Maïga dans le texte que Virginie Despentes a publié juste après les Césars et qui était lumineux à plein d'égards, mais cet oubli-là nous a fait mal. mmh. Euh, mais bien sûr que le confort de l'invisibilité, c'est peut-être l'un des atouts majeurs de la blanchité. Quand vous n'êtes pas blanc, lorsque vous n'êtes pas perçu comme blanc, vous êtes hyper visible dans l'espace public, Mmh, constamment, mmh. constamment. Et c'est une charge. C'est une charge. Et que vous les décidiez ou pas, que vous vous définissiez vous-même comme noir ou non, ou d'autres catégories, ça ne compte pas. Vous pouvez très bien être dans un corps noir et dire moi ça ne m'intéresse pas et je ne me sens pas noir. Mmh. Ça ne prédit rien de vos rapports, notamment avec la police ou avec d'autres, enfin que ce soit des institutions ou des personnes. C'est ça le problème. Vous n'avez pas le choix. C'est la question Vous du n'avez pas le racisme choix. systémique, du racisme structurel, qui est beaucoup, là encore, critiqué, hein. Cette notion est beaucoup critiquée. Il y a une forme de déni de dire que ça n'existe pas. Il n'y a que Mais du elle racisme est contre les critiquée personnes, pas de racisme des institutions. parce qu'elle est ignorée. C'est tellement, enfin, je veux dire, c'est un non-sens de dire que le racisme structurel n'existe pas. On vient de voir que les policiers qui viennent d'être mis en examen pour le meurtre de George Floyd, parmi ces policiers, il y en a qui ne sont pas blancs. Mmh. Il y en a qui ne sont pas blancs et ça ne change absolument rien C'est au ça. fonctionnement de la police.
C'est pas ça. On pourra très bien avoir à un moment des policiers non blancs, plus en masse, qui pourront tuer des personnes non blanches. Il y a eu des Mais cas de noirs, de policiers noirs impliqués dans des cas de violences policières sur des noirs aux États-Unis. C'est tout à fait, c'est arrivé, bien sûr. bien sûr, puisqu'il y a des noirs dans la police. Mais par contre, il y a moins de noirs dans la police et c'est structurel parce que pendant longtemps, les noirs n'étaient pas admis dans la police. C'est ça. Mmh. Voilà, mais en tout cas, je me souviens du cas de Sean Bell aux États-Unis dans les années 90, je crois, et cet homme noir qui avait été assassiné par la police la veille de son mariage. Et il y a eu une enquête, un procès, et les policiers impliqués ont été acquittés. Et je me souviens très bien que parmi ces policiers acquittés, il y avait un noir, et c'est le seul qui a, comment dire, c'est le seul qui a présenté ses excuses à la famille de Sean Bell. Mmh. Donc, il y a quand même quelque chose que cette personne-là est peut-être plus à même de comprendre de par sa propre identité. Mais ça ne l'a pas empêché de faire partie, ce policier, de faire partie du squad qui a tiré sur Sean Bell. Donc c'est compliqué le racisme. On en parle très souvent de manière assez facile, assez simpliste, mais c'est une affaire très compliquée. Moi, je suis effarée, effarée par le manque de complexité qui est accordé à cette question, et des réponses vraiment très désinvoltes. Ça existe, ça n'existe pas, ça c'est raciste, ça c'est pas raciste, alors que personne n'a travaillé la question. On ne travaille pas cette question Oui, institutionnellement, en tout cas en ah, France. ce que Et je pourtant, perçois tout le aussi monde a un avis. Excusez-moi. non, pardon, non, je voulais pas vous couper. Ce que je perçois, en effet, c'est aussi un appel, dans vos propos, c'est un appel à travailler. Travaillons, Oui. et travaillons particulièrement, je pense, en tant que blancs, travaillons sur ce Voilà, sujet, sur travaillons sérieusement. individuellement aussi. Oui, ouais. Travaillons sérieusement, acceptons la difficulté de la tâche, Mmh, acceptons la complexité de la thématique mmh, et arrêtons, mais vraiment des banalités qui vraiment, jouent leur rôle. Ces mmh. banalités-là, cette approche Enfin, simpliste, sens. elles ont un sens, et elles servent à maintenir, le Mmh, statu quo, et mmh. elles servent à ne pas interroger, ces privilèges, à ne pas interroger le fonctionnement fondamentalement inique de notre société. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ces 30 minutes. Merci beaucoup, Maboula Soumaoro. Je rappelle, vous êtes maître de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'Université de Tours et vous venez de publier ce livre, Le Triangle et l'Hexagone, on va le revoir, une identité noire, sous-titre, paru récemment aux éditions La Découverte. À très bientôt. Merci Mathieu pour, cette conversation tranquille. Merci à vous de nous avoir suivis.